Histoire du Canada français, cinquième partie, de l'Union à la Confédération, 1840-1867. En 1840, l'Angleterre a unifié le Bas-Canada et le Haut-Canada sous le nom de Province du Canada, bien que l'historien ait plutôt retenu le terme Canada uni. Les deux sections étaient rebaptisées Canada-Ouest et Canada-Est, mais les contemporains ont continué à parler du Bas-Canada et du Haut-Canada même après la Confédération de 1867. L'Assemblée législative comptait 84 députés, soit 42 pour chacune des sections de la province. Les Britanniques pouvaient faire élire 54 députés, 42 dans le Haut-Canada et une douzaine dans le Bas-Canada. Les Canadiens français disposaient d'environ 30 députés dans le Bas-Canada. Les Britanniques formaient 55% de la population du Canada uni, mais ils obtenaient 65% des sièges. Toutefois, l'Angleterre refusa encore une fois d'accorder la responsabilité ministérielle. Le conseil exécutif était nommé au bon plaisir du gouverneur, sans avoir besoin d'obtenir un vote de confiance de l'Assemblée. Les membres du conseil législatif étaient nommés à vie par le roi sur recommandation du gouverneur, mais ils commenceront à être élus par le peuple en 1856. Le but de l'acte d'union était de mettre les Canadiens français en minorité à l'Assemblée législative. Les autorités impériales espéraient les assimiler dans un proche avenir en les noyant sous une forte émigration britannique. Le rapport Durham l'avait dit clairement. Pour son propre bien, il faut donner notre caractère anglais aux Canadiens français, un peuple sans histoire ni littérature. Mais le régime qui devait sonner le glas de la nation canadienne-française va marquer au contraire son émancipation. Le Canada français renaîtra de ses cendres sous l'action parallèle de deux leaders exceptionnels, Louis-Hippolyte Lafontaine dans le domaine politique et Monseigneur Ignace Bourget dans le domaine religieux. En 1839, Charles Poulett Thomson, baron de Sydenham, a remplacé John Colborne comme gouverneur général. Il réussit à se mettre tout le monde à dos. Les Canadiens français parce qu'il les considérait comme un peuple arriéré, les hommes d'affaires de Montréal parce qu'il était un partisan du libre-échange, et les réformistes du Haut-Canada parce qu'ils s'opposaient au gouvernement responsable. Thomson s'efforça néanmoins d'obtenir la collaboration de l'Assemblée. Il nomma quelques députés au Conseil exécutif. Il essaya surtout de faire élire ses partisans à l'Assemblée législative. Il s'engageait lui-même dans les campagnes électorales. Le parti du gouverneur a remporté les élections d'avril 1841, mais par des méthodes douteuses, le découpage des comtés, l'emplacement des bureaux de vote, la corruption des électeurs et même l'usage de fiers à bras. La coalition parlementaire de Thomson s'est rapidement divisée et il dut se résoudre à gouverner sans l'appui de l'Assemblée. Il a convoqué de nouvelles élections dès le mois d'août 1841, mais il est décédé quelques jours plus tard d'une chute de cheval. Charles Poulett Thomson n'a pas été apprécié ni par ses contemporains, ni par les historiens. Il méprisait les coloniaux, peu importe qu'ils soient anglais ou français. Pendant ce temps, le jeune Louis-Hippolyte Lafontaine assume la direction politique des Canadiens français. Il remplit le vide causé par l'exil de Papineau aux États-Unis. Lafontaine avait étudié au Collège des Sulpiciens de Montréal. Il accéda au barreau en 1828 et il fit un riche mariage avec la fille d'Amable Berthelot en 1831. Physiquement, il ressemblait à Napoléon Bonaparte, mais en plus grand et en plus costaud. Lors d'un voyage en France, des anciens grognards de l'empereur ont été frappés par cette ressemblance. Lafontaine a été élu député de Terrebonne en 1834. C'était un patriote radical et anticlérical, mais les troupes de 1837 l'ont assagi. Était-ce par opportunisme ou par réalisme? Il s'est dissocié de Papineau dès novembre 1837 pour négocier discrètement avec le gouverneur Gosford. Il s'est rendu à Londres pour essayer de trouver une solution. Il a été brièvement emprisonné lors de l'insurrection de 1838, mais aucune accusation n'a été portée contre lui. Ses bons rapports avec le gouvernement lui ont permis de faire libérer plusieurs patriotes. Louis-Hippolyte Lafontaine était un pragmatique plutôt qu'un doctrinaire. Il jugeait inutile de réclamer le rappel de l'acte d'union et de boycotter les élections comme le faisaient la plupart des patriotes. L'onde ne reviendrait pas en arrière.
Les Canadiens français devaient accepter de travailler dans le cadre de l'Union. La Fontaine s'est présenté dans Terrebonne aux élections de 1841. Il proposait aux patriotes de s'allier avec les réformistes du Haut-Canada pour revendiquer la responsabilité ministérielle. Par ailleurs, La Fontaine s'est réconcilié avec l'Église catholique. Il faisait publiquement son signe de croix et il s'agenouillait au passage du Saint-Sacrement dans la rue. Il avait de bonnes relations avec l'évêque ultramontain de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget. Il a été décoré de l'ordre de Saint-Sylvestre par le pape Pie IX. Il y avait peut-être un peu d'opportunisme électoral dans cette religiosité publique, mais La Fontaine voulait rassembler tous les Canadiens français dans un grand parti national, et il évitait donc de déplaire au clergé, contrairement à Louis-Joseph Papineau. Le chef des réformistes du Haut-Canada, William Lyon Mackenzie, avait été discrédité par l'échec des rébellions de 1837-1838. Il s'était lui aussi exilé aux États-Unis. Le Parti réformiste était maintenant dirigé par Robert Baldwin. Issu de l'une des plus riches familles du Haut-Canada, Baldwin était un homme cultivé et idéaliste, un poète romantique qui s'intéressait plus à l'amour et à la vertu qu'à la politique. Il fit une brillante carrière d'avocat et un mariage heureux. C'était un protestant libéral qui lisait quotidiennement la Bible. Il était francophile, même s'il ne parlait pas lui-même le français, à son grand regret. Ses enfants ont étudié dans des écoles franco-catholiques du Bas-Canada. En 1830, Robert Baldwin a été élu député réformiste de York, aujourd'hui Toronto. Il n'a pas participé aux rébellions, mais il a défendu des insurgés devant les tribunaux. En 1840, le gouverneur Thompson l'a nommé au conseil exécutif à titre de solliciteur général. Le Parti réformiste n'a remporté que 6 comtés aux élections de 1841 dans le Haut-Canada. Baldwin avait donc intérêt à s'allier avec La Fontaine qui disposait d'une trentaine de députés dans le Bas-Canada. Dans l'alliance Baldwin-La Fontaine, c'est La Fontaine qui tenait le haut du pavé. Mais La Fontaine avait subi la défaite dans le comté de Terrebonne à cause des manœuvres de corruption et d'intimidation des agents du gouverneur. Baldwin a offert à La Fontaine de se présenter dans le comté de York, aujourd'hui Toronto, un château fort réformiste. La Fontaine a été élu sans difficulté, même s'il ne parlait pas très bien l'anglais. Plus tard, La Fontaine rendra l'appareil à Baldwin en le faisant élire dans le comté francophone de Rimouski. Baldwin demanda au gouverneur d'introduire 4 Canadiens français dans le conseil exécutif. Thompson a refusé et il a même expulsé Baldwin du conseil exécutif. Le Parlement du Canada uni a tenu sa première session à Kingston en 1842. Louis-Hippolyte Lafontaine a prononcé son premier discours en français. Quelques députés anglophones ont protesté en rappelant que l'article 41 de l'Acte d'Union faisait de l'anglais la seule langue officielle de la province. Mais l'Assemblée a voté en faveur de l'usage des 2 langues dans les débats. C'était la première victoire de l'alliance Baldwin-Lafontaine. Le nouveau gouverneur, Charles Bagot, avait reçu du Colonial Office la consigne de s'entendre avec la Chambre d'Assemblée et d'amener les Canadiens français à accepter l'Union. Londres ne lui accordait pas le droit de reconnaître le gouvernement responsable de jure, mais ces directives étaient tellement vagues qu'il se crut en mesure de l'établir de facto par simple pragmatisme. En septembre 1842, Bagot invita Baldwin et La Fontaine à former un conseil exécutif de 11 membres qui aurait l'appui de l'Assemblée législative. La Fontaine était considéré par Bagot comme le leader de ce gouvernement responsable. Il fut le premier ministre de l'histoire du Canada, même s'il n'en avait pas officiellement le titre. La politique de Charles Bagot peut s'expliquer par l'évolution constitutionnelle de l'Angleterre elle-même. Le principe du gouvernement responsable stipule que le Conseil des ministres, désigné par le roi, doit démissionner à la suite d'un vote de non-confiance de la Chambre des communes, comme le fit le premier ministre Robert Walpole en 1742. Mais dans la tradition juridique anglaise, le fait précède le droit. Pendant un siècle, la responsabilité ministérielle a existé en pratique sans être admise en droit. Le Parlement britannique a élevé cette praxis au rang de règle constitutionnelle en 1841. Lorsque Papineau et Mackenzie réclamaient la responsabilité ministérielle dans les années 1830, il faut comprendre qu'ils réclamaient pour une colonie
un droit constitutionnel qui n'était même pas encore reconnu en Angleterre. Le refus de Londres était logique, mais au début des années 1840, le contexte avait changé. Par ailleurs, Bagot estimait que les réformistes de La Fontaine et Baldwin étaient plus loyaux à l'Empire que les Tories, tant au Canada qu'au Bas-Canada. En 1849, le parti Tory, qui restait lié aux anciennes oligarchies, a publié un manifeste en faveur de l'annexion du Canada à la République américaine. Les Tories du Canada ont prétendu à Londres que Charles Bagot avait abandonné la direction de la colonie aux radicaux. Mais le Colonial Office approuva la grande mesure du gouverneur, c'est-à-dire la concession pratique de la responsabilité ministérielle. Charles Bagot a renoncé à imposer la common law au Bas-Canada. Le droit civil français restait en vigueur. On a même rattaché le droit commercial et les règles de procédure judiciaire au droit français. Bagot a également nommé plusieurs Canadiens français dans la fonction publique. Mais le gouverneur était très malade. Il laissait à La Fontaine le soin de diriger l'État. Pour la première fois depuis la conquête, un Canadien français se retrouvait en situation d'autorité politique. Le régime parlementaire britannique reposait sur le principe du patronage. Or, les Canadiens français avaient maintenant accès au patronage, donc au pouvoir. La Fontaine a réformé la loi électorale pour établir un bureau de vote dans chaque paroisse et pour redécouper équitablement les comtés. Il a transféré la capitale de Kingston à Montréal. Il a nommé plusieurs Canadiens français dans l'administration publique et au conseil législatif. Il a rétabli l'usage du français au Parlement et devant les tribunaux. Il a demandé l'amnistie générale pour les rebelles de 1837-1838, y compris pour Louis-Joseph Papineau. Charles Bagot est décédé le 19 mai 1843. Il fut remplacé par Charles Metcalfe, un ancien administrateur colonial des Indes. Metcalfe avait pour mission de rétablir l'autorité prépondérante du gouverneur. Il pouvait nommer certains députés au conseil exécutif, mais il ne devait pas se sentir obligé d'avoir l'appui d'une majorité parlementaire. Metcalfe devait limiter le rôle de l'Assemblée, mais il devait également convaincre les Canadiens français d'accepter l'Union. Pour ce faire, il consentit à transférer la capitale à Montréal, à amnistier les rebelles de 1837-1838 et à demander à Londres d'abroger l'article 41 de l'Acte d'Union, qui faisait de l'anglais la seule langue officielle de l'État. Metcalfe entra en conflit avec le Conseil exécutif au sujet de certaines nominations, comme celle du président du Conseil législatif. Il estimait que c'était au gouverneur, et non pas au tandem Baldwin-La Fontaine, de procéder à ces nominations. Tous les membres du Conseil exécutif ont démissionné le 26 novembre 1843. Metcalfe a formé un autre conseil exécutif avec des Tories modérés, des réformistes modérés et quelques Canadiens, comme Denis Benjamin Vigée et Denis Benjamin Papineau, deux cousins de l'illustre Louis-Joseph Papineau. Le gouvernement était dirigé par William Draper, le grand adversaire de Robert Baldwin. Draper était un Tory lié à l'ancienne oligarchie du Haut-Canada, le Family Compact. Mais il avait compris la leçon de 1837. Il voulait moderniser le parti Tory en acceptant une formule mitigée de gouvernement responsable. Il essaya de faire une alliance avec les députés de la région de Québec qui s'opposaient au Montréalais La Fontaine. William Draper fut de facto le premier ministre du Canada uni de 1843 à 1847, mais il ne réussit jamais à se trouver un bon lieutenant canadien-français. Le conseil exécutif Draper-Vigée ne disposait pas d'une majorité à l'Assemblée législative. Metcalfe a convoqué des élections générales en 1844. Le parti du gouverneur remporta 28 sièges dans le Haut-Canada et 13 dans le Bas-Canada, essentiellement les comtés anglophones de Montréal et des cantons de l'Est. Metcalfe pouvait compter sur 41 voix à l'Assemblée législative, La Fontaine et Baldwin sur 40, et il y avait 2 députés indépendants. Le gouvernement Draper-Vigée pouvait se maintenir, mais difficilement. Charles Metcalfe était considéré comme un despote par les réformistes. On le surnommait le grand Mongol des Indes, mais le premier ministre de l'Angleterre, William Gladstone, a déclaré à la Chambre des communes que Charles Metcalfe était le meilleur gouverneur colonial de l'Empire.
La reine Victoria l'a même élevé au rang de baron. Le gouverneur a créé deux nouvelles institutions démocratiques dans le Bas-Canada, les municipalités et les commissions scolaires. Ces administrations locales avaient à l'époque une grande importance. Les Canadiens français pouvaient y exercer le pouvoir sans être soumis aux Anglais, ce qui n'était pas rien. Metcalfe est mort d'un cancer de la peau le 26 novembre 1845. Le commandant des troupes britanniques au Canada, le général Charles Murray Cathcart, lui succède de 1845 à 1847. Ce militaire de carrière ne s'y entendait pas beaucoup en politique intérieure. Il a laissé William Draper gérer le gouvernement. Le conseil exécutif cherchait à restreindre l'autorité du gouverneur, même sous la direction du Tory Draper. L'idée du gouvernement responsable faisait son chemin dans tous les partis politiques. Le gouverneur Cathcart s'est surtout préoccupé de la défense du Canada. Il a fait adopter une loi sur la milice. La Grande-Bretagne et les États-Unis étaient alors sur un pied de guerre à cause du litige territorial de l'Oregon. Mais la querelle sera réglée en 1846 par un traité qui a prolongé jusqu'au Pacifique la ligne frontalière du 49e parallèle, déjà fixée par le traité anglo-américain de 1818. Cathcart fut ensuite rappelé. On estimait à Londres que le Canada avait maintenant besoin d'être gouverné par un politique plutôt que par un militaire. James Bruce, comte d'Elgin, a été le gouverneur du Canada uni de 1847 à 1854. Le Colonial Office avait révisé sa politique. Il demanda à Lord Elgin d'accorder la responsabilité ministérielle. Elgin déclencha des élections générales en janvier 1848. L'Alliance Baldwin-Lafontaine a remporté 23 des 42 sièges du Haut-Canada et 32 des 42 sièges du Bas-Canada. Le gouvernement Draper a démissionné après un vote de non-confiance de l'Assemblée. Elgin a demandé à Baldwin et à Lafontaine de former le conseil exécutif. Le gouverneur sentit que Baldwin reconnaissait le leadership de Lafontaine. Il faut savoir que Baldwin avait un tempérament dépressif, ce n'était pas une bête politique comme Lafontaine. Si l'histoire a retenu la formule Alliance Baldwin-Lafontaine au lieu de Lafontaine-Baldwin, c'est uniquement pour plaire aux Canadiens anglais. Quoi qu'il en soit, le gouvernement responsable était maintenant une chose acquise, l'Angleterre ne reviendra plus en arrière. Le changement de politique de la métropole s'explique essentiellement par le fait que l'Angleterre avait opté en 1846 pour une politique de libre-échange économique. Le gouvernement libéral de John Russell avait supprimé les Corn Laws, qui obligeaient l'Angleterre à s'approvisionner en blé dans ses colonies, et le Navigation Act, qui exigeait que tout le commerce britannique soit fait sur des navires britanniques. Le libre-échange impérial portait un dur coup à l'économie canadienne qui perdait son accès privilégié au marché britannique. Le blé et le bois canadiens devront maintenant affronter la concurrence des États-Unis et de l'Europe. Les économistes libéraux estimaient que les colonies n'étaient pas rentables pour l'Angleterre et qu'il valait mieux leur accorder l'indépendance. Le gouvernement n'envisageait pas une solution aussi radicale. La Grande-Bretagne voulait conserver ses colonies pour des raisons de prestige international et de puissance militaire, mais les colonies devaient s'administrer et se défendre elles-mêmes. L'accession du Canada à l'indépendance a été un long processus. On ne peut pas fixer une date précise comme pour les États-Unis. Mais l'instauration du gouvernement responsable en 1848 marque un point tournant. Le Canada n'est plus une colonie, c'est un dominion. Un dominion, c'est un territoire britannique d'outre-mer qui est autonome en politique intérieure, mais qui reste subordonné à la métropole en politique extérieure. Le Canada a été un dominion de 1848 à 1931. Le statut de Westminster de 1931 lui a concédé la pleine souveraineté en politique internationale, comme aux autres dominions britanniques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande et Terre-Neuve. L'Empire britannique s'est alors transformé en Commonwealth de nations souveraines. En 1914, le Canada n'a pas déclaré la guerre à l'Allemagne. À cette époque, la célèbre formule de Wilfrid Laurier s'appliquait. Quand l'Angleterre est en guerre, le Canada est en guerre. Mais en 1939, le Canada a fait une déclaration de guerre à l'Allemagne et 7 jours après la Grande-Bretagne pour bien montrer son indépendance.
Le dernier lien colonial entre le Canada et l'Angleterre a été rompu lors du rapatriement de la Constitution en 1982. Il ne reste que Sa Gracieuse Majesté Élisabeth II, mais encore faut-il préciser qu'elle porte juridiquement le titre de Reine du Canada depuis 1953. En 1849, La Fontaine fit adopter une loi pour indemniser les victimes de la répression de 1838. Cette mesure souleva la colère des Anglais de Montréal. La haine raciale n'avait pas disparu. Le nouveau chef des Tories du Haut-Canada, Allan MacNab, déclara « Nous devons créer du désordre pour revenir au pouvoir ». Le 25 avril 1849, les Anglais ont soulevé une émeute à Montréal. Ils ont lancé des pierres sur la voiture du gouverneur Elgin, qui venait de signer la loi d'indemnisation. Ils ont saccagé la maison de La Fontaine, ils ont incendié volontairement l'édifice du Parlement. Plusieurs personnalités respectables de la communauté anglaise ont ensuite publié un manifeste en faveur de l'annexion du Canada aux États-Unis. Et ce sont les mêmes qui se disaient loyalistes dans les années 1830. Les British Montrealers se sentaient menacés depuis que le gouvernement était dirigé par un Canadien français. Lord Elgin a transféré la capitale du Canada uni à Toronto pour s'éloigner des agitateurs anglo-montréalais. Le gouvernement de La Fontaine et Baldwin a entrepris plusieurs réformes. Abolition des privilèges de l'Église anglicane dans le Haut-Canada. Abolition du régime seigneurial dans le Bas-Canada. Lecture du discours du trône dans les deux langues. Réorganisation des tribunaux. Élection du Conseil législatif au suffrage universel. Création du dollar canadien. Négociation d'un traité de libre-échange avec les États-Unis. Les Canadiens français ont pu s'établir dans les townships de l'Estrie et de l'Outaouais, qui étaient jusqu'alors réservés aux colons britanniques. On a développé les infrastructures de transport qui avaient été tellement négligées à l'époque de la crise constitutionnelle du Bas-Canada. Les partisans de La Fontaine ont profité du patronage. Les Canadiens français occupaient des postes clés pour la première fois depuis la conquête de 1760. Lord Durham devait se retourner dans sa tombe. La Fontaine a été embêté par le retour de Papineau au pays. L'ancien chef des Patriotes avait vécu en exil aux États-Unis de 1837 à 1839 et en France de 1839 à 1845. Il a bénéficié de l'amnistie générale accordée par Metcalfe en 1844. Il s'est fait élire député de Saint-Maurice en 1848. Il a rompu immédiatement avec La Fontaine. Papineau s'était radicalisé. Il prônait l'annexion du Canada aux États-Unis par idéal républicain, démocratique et laïciste. Il approuva le manifeste annexionniste de 1849, pourtant rédigé par les pires ennemis des Canadiens français. Papineau reprochait à La Fontaine de soutenir un régime imposé par l'Angleterre aristocratique et colonialiste. Paradoxalement, ce grand démocrate s'opposait à l'abolition du régime seigneurial, car il était seigneur de la petite nation dans l'Outaouais. L'exploitation des forêts de sa seigneurie lui rapportait beaucoup. Il traitait ses censitaires avec dureté. En fait, Papineau était surtout jaloux de La Fontaine, qui avait pris sa place comme chef politique des Canadiens français. Le Parti canadien sera malheureusement divisé en deux factions, au grand plaisir des Anglais. Les partisans de La Fontaine ont été surnommés les Bleus. Ils seront à l'origine du Parti conservateur. Les partisans de Papineau prendront l'appellation de Rouges. Ils donneront naissance au Parti libéral. Le Haut-Canada, qui était maintenant plus peuplé que le Bas-Canada, réclamait une représentation proportionnelle à la population. La Fontaine s'y opposait, car le statu quo était maintenant à l'avantage des Canadiens français. Mais Papineau a soutenu le Rep-by-Pop du Haut-Canada au nom de la démocratie. Louis-Hippolyte La Fontaine a dit « Pour M. Papineau, plutôt périsse une nation qu'un principe ». Toutefois, Papineau n'avait plus d'influence, même s'il imposait encore le respect. Il s'est retiré de la vie politique en 1854. Il est mort en 1871, à l'âge de 85 ans, après avoir refusé les derniers sacrements. Il s'est fait enterrer près de son manoir seigneurial plutôt que dans un cimetière catholique. La règle de la double majorité s'est implantée progressivement au Parlement du Canada uni. Cette règle n'était pas prévue par l'acte d'union. Elle contrecarrait même l'objectif de l'Union qui était de neutraliser le poids politique des Canadiens français. Elle fut instaurée de gré à gré par les députés des deux sections de la province, sans tenir compte du texte de la Constitution.
En vertu de cette règle, un gouvernement devait avoir non seulement la confiance de l'Assemblée législative dans son ensemble, mais également la confiance de chacune des deux sections de l'Assemblée, celle du Canada-Est et celle du Canada-Ouest. En conséquence, les députés canadiens-français, qui disposaient de la majorité dans la section du Canada-Est, pouvaient faire tomber un gouvernement à eux seuls, mais à condition de former un bloc parlementaire uni. La Fontaine avait réussi à maintenir ce bloc. Les députés du Haut-Canada se divisaient pour leur part en 6 factions politiques, selon des clivages géographiques et religieux. À cette époque, les luttes politiques du Haut-Canada reflétaient les rivalités entre les diverses églises protestantes. Les Tories étaient anglicans et les Whigs méthodistes. Mais chaque tendance était elle-même subdivisée. En formant un bloc national, les Canadiens français pouvaient tenir le haut du pavé. Or, Papineau a stupidement brisé cette unité politique. Le Canada uni s'est également transformé en régime fédéral de facto lorsqu'un projet de loi s'appliquait aux 2 sections de la province. Toute l'Assemblée législative votait. Si le projet de loi ne concernait que le Canada-Est, les députés du Canada-Ouest se retiraient et ils laissaient la députation du Canada-Est en débattre. Si le projet de loi ne concernait que le Canada-Ouest, ce sont alors les députés du Canada-Est qui se retiraient. Le problème, c'est qu'il fallait décider au cas par cas si le projet de loi s'appliquait à toute la province ou seulement à l'une ou l'autre des sections. C'était en pratique un régime fédéral, mais avec un seul Parlement et sans un partage des compétences prévu par la Constitution. Cette évolution du régime de l'Union s'explique par le fait que le Haut-Canada était aussi attaché à son autonomie locale que le Bas-Canada. Aucune des 2 provinces n'avait voulu l'union législative qui avait été imposée par Londres pour satisfaire les British Montrealers. À cette époque, les Britanniques valorisaient la décentralisation politique. Le 27 juin 1851, Robert Baldwin a démissionné après avoir été mis en minorité par les députés du Haut-Canada sur une question relativement secondaire de réforme des tribunaux. Louis-Hippolyte Lafontaine démissionna le 26 septembre de la même année. Lui aussi avait été mis en minorité par les députés du Bas-Canada sur une insignifiante question de procédure. Mais Lafontaine était devenu autoritaire avec le temps. Il n'acceptait plus qu'on lui tienne tête. La démission du grand ministère validait les principes du gouvernement responsable. Mais il faut souligner que Baldwin et Lafontaine étaient tous deux malades et un peu dégoûtés de la vie politique. Lafontaine reprochait à ses partisans de s'intéresser au patronage bien plus qu'à la patrie. Un jour, il croisa le jeune peintre Napoléon Bourassa lors d'un voyage en Italie. Bourassa dit alors au grand homme « Votre départ de la vie politique a dû soulever un mouvement de protestation dans tout le pays. » Lafontaine lui a répondu sur un ton désabusé « Le seul mouvement que j'ai vu, c'est celui de ceux qui voulaient prendre ma place. » Lafontaine a été nommé juge en chef du Bas-Canada. Il est mort du diabète en 1864. Quant à Baldwin, il est décédé des suites d'une longue maladie dégénérative en 1858. L'alliance Baldwin-Lafontaine symbolise de nos jours l'idéal d'un Canada démocratique et bilingue. Les 2 réformistes sont louangés par tous les historiens, tant anglophones que francophones. John Saul en a récemment tracé un portrait idyllique, mais sans doute anachronique, en les comparant à Gandhi et à Nelson Mandela. La réalité historique est plus nuancée. Les 2 politiciens ne faisaient pas l'unanimité en leur temps. Baldwin ne disposait pas d'une solide majorité dans le Haut-Canada. Il s'appuyait sur Toronto contre Kingston, sur les grands propriétaires fonciers contre les petits industriels, sur l'Église méthodiste contre l'Église anglicane. Lafontaine a été assez habile pour récupérer le nationalisme canadien-français à son profit, mais il défendait lui aussi des intérêts spécifiques, Montréal contre Québec, la classe politique contre la classe seigneuriale. Son catholicisme semblait teinté d'un certain opportunisme. Baldwin et Lafontaine étaient sûrement des hommes de principe, mais ils étaient aussi des politiciens, avec tout ce que cela comporte de bien et de mal. Et d'autres personnalités ont joué un rôle important dans l'évolution constitutionnelle du Canada. Metcalfe avait beau être surnommé le grand Mongol des Indes, il a néanmoins réussi à rallier les Canadiens français au régime de l'Union. Le Tory William Draper a contribué, autant que Baldwin, à la conquête du gouvernement responsable. C'est l'un de ses ministres canadiens-français, Denis Benjamin Papineau, qui a obtenu l'instauration de la règle de la double majorité. Et n'oublions jamais
que les décisions essentielles étaient prises à Londres et dans les intérêts de l'Angleterre. Le poids des politiciens coloniaux était relatif. La marche du Canada vers la démocratie et l'autonomie a été un processus de longue durée. Les historiens peuvent après coup décerner des médailles à quelques héros, choisis un peu arbitrairement, mais l'évolution d'une société ne repose généralement pas sur l'action de quelques individus, aussi remarquables soient-ils. Nos deux grands historiens nationalistes, Lionel Groulx et Maurice Séguin, ont porté un regard différent sur le triomphe du gouvernement responsable en 1842. Groulx avait une vision optimiste de l'histoire du Canada français. L'époque de la Nouvelle-France avait été un âge d'or. La conquête anglaise de 1760 a été une terrible épreuve, mais le petit peuple français d'Amérique a réussi à survivre. Il a ensuite reconquis progressivement sa liberté par l'Acte de Québec de 1774, qui reconnaissait l'Église catholique, par l'Acte constitutionnel de 1791, qui créait une chambre d'assemblée majoritairement française, et surtout par le triomphe de 1842, qui permettait aux Canadiens français d'accéder au pouvoir politique. À ses yeux, Louis-Hippolyte Lafontaine a été le sauveur de la patrie. Il a renversé la situation politique après l'échec des rébellions et l'acte d'union. La marche ascendante de notre petit peuple s'est poursuivie avec la Confédération de 1867, qui créa un État provincial canadien-français, appelé à devenir éventuellement un pays souverain. Maurice Séguin avait une vision plus pessimiste de notre histoire. D'après lui, toutes les concessions que l'Angleterre avait faites aux Canadiens français ne visaient qu'à renforcer la mainmise du conquérant sur le conquis. Le meilleur moyen pour un peuple dominant de contrôler un peuple dominé, disait-il, c'est de lui concéder une semi-autonomie dans un régime fédéral. Séguin parlait de l'imposture de 1842. Les Canadiens français, disait-il, ont effectivement accédé à un certain pouvoir politique, mais ils ne se sont guère aperçus que ce pouvoir restait structurellement subordonné au pouvoir anglais. De brillants hommes politiques canadiens-français, comme Louis-Hippolyte Lafontaine, Wilfrid Laurier, Louis Saint-Laurent ou Pierre Elliott Trudeau, ont pu occuper le poste de premier ministre du Canada, ils n'en seront pas moins au service des Anglais. Le grand compromis de 1842, c'est l'acceptation par les Canadiens français de leur statut de nation subordonnée. La plupart des nationalistes se contenteront de ce demi-pouvoir politique. Ils seront fiers de leur réussite, personnelle ou collective, et ils n'en demanderont pas plus. Ils iront même jusqu'à défendre énergiquement le régime qui les a réduits à l'état de nation annexée, comme on l'a vu lors des deux référendums sur la souveraineté du Québec. Maurice Séguin affirmait sur un ton provocateur « Impossible libération et impossible assimilation, les Canadiens français seront encore là au jugement dernier pour témoigner de leur médiocrité. » Les deux points de vue ne sont pas inconciliables. Séguin a raison de souligner que 1842 n'a pas ébranlé le pouvoir des Anglais sur le Canada. Mais Groulx a également raison de considérer 1842 comme une victoire. Cependant, il faudra ajouter une victoire relative pour une nation colonisée. Quoi qu'il en soit, le Canada français s'est considérablement développé sous le régime de l'Union. Cette période a été perçue par les contemporains autant que les historiens comme un véritable âge d'or. L'Église catholique a été le moteur de cette renaissance nationale. L'alliance entre la langue et la foi, qui fera la force du Canada français pendant plus d'un siècle, a été conclue à cette époque. Monseigneur Ignace Bourget a été l'évêque de Montréal de 1840 à 1876. Il fut le chef de file de la réaction catholique qui a suivi l'échec de 1837. Depuis la conquête, l'Église catholique était en mode survie. Les autorités coloniales toléraient la pratique de la religion catholique, mais elles cherchaient à soumettre l'Église à l'État pour mieux contrôler les Canadiens. Londres avait accepté que le Saint-Siège nomme un nouvel évêque à Québec en 1766. L'Église a fait preuve de loyalisme pour obtenir une certaine liberté. La diplomatie et la ténacité des évêques de Québec leur ont permis d'instaurer progressivement une sorte de concordat tacite, malgré l'antipapisme congénital des anglo-protestants. En 1820, l'évêque de Québec a nommé un évêque auxiliaire pour le district de Montréal, Monseigneur Jean-Jacques Lartigue. Ce prélat combatif s'est opposé vigoureusement aux empiètements de l'État sur les droits de l'Église, à l'insubordination ecclésiastique du séminaire de Saint-Sulpice et à l'anticléricalisme du Parti patriote. En 1837,
il a excommunié les patriotes qui ont pris les armes contre le gouvernement. Ceux qui sont morts au combat se sont même vus refuser la sépulture en cimetière catholique. Lartigue était pourtant aussi nationaliste que Papineau, c'était d'ailleurs son cousin, mais il jugeait que la rébellion était illégitime et qu'elle n'avait aucune chance de succès. L'évêque de Montréal a toutefois usé de son influence auprès du gouverneur pour faire libérer plusieurs patriotes. Il avait frappé les morts pour sauver les vivants. Monseigneur Lartigue est considéré comme le père de l'ultramontanisme canadien-français. L'ultramontanisme était une doctrine catholique intransigeante qui défendait l'union du trône et de l'autel, la primauté de l'Église sur l'État, l'infaillibilité dogmatique du pape et l'autorité disciplinaire de Rome sur le clergé. Le mot ultramontain signifie « au-delà des monts ». C'est une allusion à Rome qui se trouve au-delà des Alpes par rapport à la France. L'ultramontanisme s'opposait d'un côté au gallicanisme, qui affirmait la supériorité de l'État sur l'Église, et de l'autre au libéralisme, qui prônait la séparation entre l'Église et l'État. Les ultramontains pourfendaient les funestes principes de 1789. Pie IX a été un pape résolument ultramontain. Il a publié en 1864 un syllabus des erreurs modernes, et il a fait proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale lors du premier concile du Vatican en 1869. Monseigneur Bourget a imposé dans son diocèse la liturgie romaine comme le recommandait le pape Pie IX. Jusqu'alors, la liturgie de l'Église canadienne restait plutôt gallicane, par héritage de la France d'Ancien Régime. Il a fondé un journal antilibéral, Les Mélanges religieux. Le Grand Séminaire de Montréal enseignait la thèse de l'infaillibilité pontificale bien avant qu'elle ne soit élevée au rang de dogme. Il a encouragé la formation d'un régiment canadien-français de zouaves pontificaux pour défendre la souveraineté du pape sur Rome, qui était alors menacée par l'unification italienne. La nouvelle cathédrale de Montréal était une copie, en taille réduite, de la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais l'évêque de Montréal s'est surtout illustré par ses œuvres éducatives et caritatives. Il a fait venir 8 communautés religieuses de France et il en a fondé 4 communautés canadiennes. Il a joué un rôle dans la vie de plusieurs personnes qui ont été canonisées ou béatifiées. Le frère André, Marie-Rose Durocher, Émilie Tavernier-Gamelin, Esther Blondin, Monseigneur Léon Zéphirin Moreau, Frédéric Janson, Rosalie Cadron-Jeté. Monseigneur Bourget mériterait d'être lui-même canonisé. Il le sera sans doute un jour. Mais il faudra attendre que l'Église revienne à la tradition, car les modernistes lui reprochent âprement son antilibéralisme. En 1842, Monseigneur Bourget a ramené au Canada la prestigieuse Compagnie de Jésus. C'était sa meilleure recrue. Les Jésuites étaient les soldats d'élite du pape. Ils ont fondé le Collège Sainte-Marie de Montréal, qui sera pendant plus d'un siècle un fleuron des humanités classiques au Québec. Monseigneur Bourget fut également à l'origine de l'Université Laval en 1852. L'Université Laval était une émanation du Séminaire de Québec, mais l'évêque de Montréal a joué un rôle dans sa fondation parce qu'elle devait être une université provinciale et non pas diocésaine. Notons que l'évêque de Montréal avait en pratique plus d'influence que l'archevêque de Québec. En vertu du droit canon, un archevêque est au-dessus d'un évêque, mais Ignace Bourget avait une personnalité plus forte que son supérieur de Québec, Monseigneur Joseph Sinaï. En 1844, l'Église catholique du Canada fut organisée en provinces ecclésiastiques. L'archevêque de Québec était le prélat métropolitain. 6 autres diocèses suffragants s'y rattachaient. Montréal, érigé en 1836, Ottawa et Saint-Boniface, futur Winnipeg, en 1847, Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe en 1852 et Rimouski en 1867. Toronto et Halifax formaient d'autres provinces ecclésiastiques. Les évêques avaient demandé à Rome de constituer la province ecclésiastique de Québec sans attendre l'autorisation de Londres. L'Église canadienne s'était maintenant libérée du joug de l'État anglo-protestant. Après l'adoption de la loi scolaire de 1845, il y eut un bras de fer entre Monseigneur Bourget et Jean-Baptiste Meilleur, le surintendant de l'instruction publique. Meilleur était un ancien député patriote. C'était un libéral modéré qui croyait aux idées dominantes du 19e siècle. La démocratie, le capitalisme, le scientisme, la tolérance religieuse, le progrès général de la civilisation.
Il approuvait l'enseignement de la religion catholique dans les écoles primaires publiques, mais il refusait que l'État abandonne à l'Église la direction de tout le système d'éducation. Toutefois, Jean-Baptiste Meyer avait besoin du clergé pour convaincre le peuple de la nécessité de l'instruction et surtout des taxes scolaires. Dans certaines paroisses, les habitants brûlaient les écoles pour protester contre cette nouvelle forme de taxation. Ce fut la guerre des éteignoirs, le rejet de l'instruction au nom de l'avarice. La milice dut parfois intervenir pour rétablir l'ordre. Les curés ont fini par apaiser la contestation. Jean-Baptiste Meyer aurait voulu imposer au Bas-Canada le système anglais des Common Schools, c'est-à-dire des écoles chrétiennes, mais sans dénomination confessionnelle. L'opposition de Monseigneur Bourget l'a forcé à édifier plutôt deux systèmes scolaires distincts, l'un pour les catholiques et l'autre pour les protestants. En 1855, Pierre-Olivier Chauveau a remplacé Jean-Baptiste Meyer comme surintendant de l'instruction publique. C'était un bon catholique qui admettait le principe de l'autorité de l'Église sur l'éducation. Chauveau sera premier ministre du Québec de 1867 à 1873. Le système scolaire canadien-français deviendra alors parfaitement catholique. Le Vatican le citera même en exemple. Toutefois, Monseigneur Bourget fit un jour une réflexion prophétique. L'État, disait-il, a besoin présentement du clergé pour convaincre le peuple de la nécessité de l'instruction. Mais lorsque le peuple en sera convaincu, l'État chassera l'Église hors de l'école. L'éducation secondaire et supérieure était la chasse gardée de l'Église. Les collèges classiques préparaient les garçons à la prêtrise ou aux professions libérales. La pédagogie classique reposait sur le ratio studiorum des Jésuites élaboré au XVIe siècle. Elle entendait former l'intelligence et la personnalité par l'étude des humanités, c'est-à-dire des langues anciennes, le latin et le grec. Les sciences naturelles n'étaient pas pour autant négligées. Le séminaire de Québec, par exemple, disposait d'un laboratoire à la fine pointe de son temps. Mais les humanistes estimaient que la littérature ouvrait de plus vastes horizons intellectuels et moraux que les mathématiques, et c'est pourquoi ils en faisaient la discipline reine du système d'éducation. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le taux de pratique religieuse approchait les 100%. Les Canadiens français se situaient en troisième place quant au nombre de vocations sacerdotales et religieuses par rapport à la population, juste derrière les Italiens et les Irlandais. C'était l'âge d'or de l'Église au Québec. La religion structurait toute la vie familiale, sociale et culturelle. La nationalité canadienne-française s'identifiait à l'Église catholique. Montréal était surnommée la ville aux 100 clochers. L'anticléricalisme n'avait pas complètement disparu, mais il était marginal. Les Rouges combattaient ce qu'ils appelaient la théocratie de Monseigneur Bourget. En 1844, ils ont fondé l'Institut canadien de Montréal. Cette société de pensée voltairienne avait comme devise « Raison et liberté ». Elle disposait d'une bibliothèque et d'une salle de conférence où l'on ressassait tous les lieux communs anticléricaux de l'époque. L'affaire Galilée, les horreurs de l'Inquisition, l'esprit moyenâgeux du clergé. Le chef de file de l'Institut était Louis-Antoine Dessaulles, le neveu de Louis-Joseph Papineau. Il prônait l'élection du Canada aux États-Unis parce que la Constitution américaine avait à ses yeux le mérite de séparer les églises de l'État. En 1858, Monseigneur Bourget a condamné l'Institut canadien parce qu'il refusait de soumettre sa bibliothèque aux règles de l'index. Les libéraux modérés, comme Wilfrid Laurier, l'ont immédiatement quitté pour éviter l'excommunication. Leur opportunisme politique l'emportait sur leur anticléricalisme. En fait, le radicalisme des Rouges nuisait au Parti libéral. Le chef des libéraux, Antoine-Aimé Dorion, finira par évincer Louis-Antoine Dessaulles. La première phase de l'industrialisation s'est déroulée entre 1850 et 1900 au Canada comme dans les autres pays avancés de l'Occident. Elle reposait sur la machine à vapeur et le chemin de fer actionné au charbon. On développa les industries du textile, du vêtement et de la chaussure. On passa de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale. Le mode de vie traditionnel a commencé à disparaître sous l'effet de l'urbanisation. C'était la sombre époque du capitalisme sauvage, la doctrine de la non-intervention de l'État dans l'économie. Le prolétariat vivait dans la misère, sans aucune sécurité sociale. La bourgeoisie était imbue du culte du progrès, le christianisme reculait devant le matérialisme.
La locomotive à vapeur a été inventée en Angleterre en 1807. La première ligne de chemin de fer a relié Liverpool et Manchester en 1830. Le Canada a suivi l'Angleterre de près. John Molson a fait construire la première voie ferrée canadienne dès 1836 entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu. Vers 1860, la compagnie du Grand Trunk Railway of Canada, l'ancêtre du Canadien national, avait déjà relié les principales villes du Canada uni, mais grâce au financement parfois douteux de l'État. Au Canada comme ailleurs, le développement du chemin de fer a trempé dans la corruption politique. Pendant ce temps, les Canadiens français colonisaient les cantons de l'Est, cette région qui avait été jusqu'alors réservée aux Britanniques. Ils défrichaient aussi l'Outaouais, Charlevoix et le Saguenay. Le Québec rural devenait exclusivement francophone. Les Anglais étaient confinés dans les villes de Montréal et de Québec. Cette reconquête française alimentait la fierté patriotique de notre peuple. C'était l'union de la croix, de la langue et de la charrue. Le héros canadien-français du 19e siècle n'est plus le coureur de bois, mais le draveur. Monseigneur Félix-Antoine Savard a illustré cette nouvelle épopée glorieuse dans un roman publié en 1938, Menot maître draveur. Mais les Canadiens français devaient affronter la concurrence des Irlandais dans les camps de bûcherons et les chantiers navals. Les bagarres étaient fréquentes. Le célèbre Joe Montferrand savait remettre les Irlandais à leur place, tant pour défendre les emplois de ses compatriotes que pour faire élire les partisans de Louis-Hippolyte Lafontaine. La littérature canadienne-française a pris son envol. François-Xavier Garneau a écrit une histoire du Canada pour répondre à Lord Durham, qui disait que nous étions un peuple sans histoire ni littérature. Mais Garneau était un libéral qui admirait un peu trop les Anglais et qui avait tendance à dénigrer la France catholique d'Ancien Régime. L'abbé Jean-Baptiste Ferland a publié en 1860 une histoire de la Nouvelle-France pour corriger l'anglomanie et l'anticléricalisme de Garneau. Les romans d'Antoine Gérin-Lajoie, Jean Rivard défricheur et Jean Rivard économiste, illustraient l'ambition des Canadiens français de développer l'agriculture et l'industrie. En 1855, un bâtiment de guerre français, la Capricieuse, a navigué dans le Saint-Laurent pour la première fois depuis la conquête. L'Angleterre et la France étaient alors alliés contre la Russie dans la guerre de Crimée. Le passage de la Capricieuse a soulevé l'enthousiasme des Canadiens français qui renouaient avec leur mère patrie. Notre poète national, Octave Crémazie, composa à cette occasion deux de ses plus beaux poèmes, Le vieux soldat canadien et Le drapeau de Carillon. Le régime seigneurial a été aboli en 1854 car il était rendu désuet, mais les Canadiens français avaient été très attachés à ce mode de tenure de terre parce qu'il les distinguait des Anglais. Il faisait partie de leur identité nationale. L'écrivain Philippe Aubert de Gaspé a immortalisé l'esprit de la noblesse seigneuriale dans son roman Les Anciens Canadiens et dans ses mémoires. Le Canada français a aussi produit des peintres de talent comme Joseph Légaré, Antoine Plamondon, Théophile Hamel et Napoléon Bourassa. Mais le plus grand peintre canadien de cette époque était d'origine hollandaise. Cornelius Krieghoff a magnifiquement illustré la vie canadienne du milieu du 19e siècle. L'architecte Thomas Baillarger a construit la cathédrale de Québec dans un style néoclassique, pendant que James O'Donnell s'inspirait du néo-gothique pour réaliser l'église Notre-Dame de Montréal, qui est sans doute le plus bel édifice religieux de toute l'Amérique du Nord. L'abbé Jean Holmes a développé l'enseignement des sciences au séminaire de Québec. En 1843, on a fondé l'École canadienne de médecine et de chirurgie de Montréal, qui n'avait rien à envier aux écoles de médecine de l'Europe ou des États-Unis. Ainsi, la culture canadienne-française traditionnelle s'est essentiellement formée après 1840. Elle s'est perpétuée jusqu'à la Révolution tranquille de 1960. Elle reposait sur la foi catholique et la culture française classique, sur les valeurs familiales et l'enracinement paroissial, sur l'amour de la terre, du progrès et de la liberté. Le Canada français était en Amérique ce que la France avait été en Europe, un foyer de civilisation chrétienne. Revenons sur le terrain politique. Après la retraite de Baldwin et Lafontaine, les forces politiques vont se reclasser. Les partis sont un rouage du gouvernement responsable.
Jusqu'alors, les députés étaient tous plus ou moins indépendants. Ils s'occupaient surtout des intérêts de leur comté, même s'ils pouvaient se regrouper ponctuellement selon des critères idéologiques, ethniques ou géographiques. Les patriotes formaient un mouvement plutôt qu'un parti au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Mais les gouvernements doivent désormais pouvoir compter sur une majorité stable au Parlement. La discipline de parti commencera à s'implanter après 1848. Dans le Haut-Canada, John A. Macdonald va former le Parti conservateur, surnommé Tory, en regroupant les anciens réformistes modérés de Baldwin et les Tories assagis de Draper. Les réformistes radicaux, surnommés Clear Grits, les cristaux purs, vont constituer le Parti libéral sous la direction de George Brown. Dans le Bas-Canada, l'ancien Parti de La Fontaine, maintenant dirigé par Georges-Étienne Cartier, va devenir le Parti conservateur ou Parti bleu. L'ancien Parti rouge de Papineau deviendra le Parti libéral sous la direction d'Antoine-Aimé Dorion. Après la Confédération de 1867, les Tories et les Bleus vont se fusionner à la droite du Parlement, les Grits et les Rouges feront de même à la gauche. Les partis politiques demeuraient instables. La plupart des députés se faisaient élire sur leur réputation et leur fortune personnelle plutôt que par la machine électorale du parti. De plus, la règle de la double majorité était très exigeante. Il n'y avait pas encore de premier ministre comme tel. Le gouvernement était dirigé par 2 co-premiers ministres, pourrait-on dire, l'un pour chacune des sections de la province. L'instabilité ministérielle était permanente. Le Canada uni a compté 12 gouvernements en moins de 20 ans. Mais John A. Macdonald et Georges-Étienne Cartier s'imposeront comme leaders à partir de 1857. Le Canada redoutait avec raison la menace militaire américaine. Le nord et le sud des États-Unis se sont livrés une guerre civile de 1861 à 1865. L'Angleterre appuyait les sudistes, mais les nordistes ont remporté la victoire. En 1865, les États-Unis avaient une armée de 2 millions d'hommes, la plus puissante au monde. Ils auraient pu envahir le Canada, mais ils ne le feront pas, car une guerre contre la Grande-Bretagne aurait permis aux sudistes de reprendre les armes. La puissante armée nordiste a été démobilisée très rapidement. Les Américains ont néanmoins encouragé les raids des Fenians au Canada. Les Fenians étaient des nationalistes irlandais qui voulaient harceler l'Empire britannique à partir des États-Unis. Les provinces britanniques comprenaient qu'elles devaient s'unir politiquement pour mieux se défendre militairement. Par ailleurs, les États-Unis n'ont pas renouvelé le traité de réciprocité commerciale de 1854. Les provinces britanniques devaient également s'unir pour former un vaste marché intérieur. Mais le principal défi du Canada était de construire un chemin de fer transcontinental pour résister à l'attraction des États-Unis. La Confédération canadienne a été surtout formée pour réaliser cet ambitieux projet. En 1864, Macdonald, Cartier et Brown ont formé un gouvernement de coalition pour réaliser l'union fédérale de toute l'Amérique du Nord britannique. Le Parti rouge d'Antoine-Aimé Dorion fut exclu de l'Alliance parce qu'il prônait, quant à lui, l'annexion du Canada aux États-Unis. La première conférence intercoloniale eut lieu à Charlottetown en septembre 1864. Le projet d'union fédérale n'a pas emballé les 3 provinces maritimes qui avaient l'impression d'être annexées par le Canada. L'île du Prince-Édouard a dit non. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont embarqué avec beaucoup de réticence et sous la forte pression de Londres. Terre-Neuve était trop éloignée pour se joindre au nouveau pays. Les pères de la Confédération ont tenu une deuxième conférence à Québec en octobre 1864. Ils ont alors rédigé le texte de la Constitution qui prévoyait un partage des compétences entre les autorités fédérales et provinciales. L'Assemblée législative du Canada uni adopta les résolutions de Québec en 1865. Le projet est passé sans difficulté dans la députation du Canada-Ouest, 57 pour et 8 contre. Mais le vote a été plus serré au Canada-Est, 37 pour et 25 contre. Les députés canadiens-français n'ont approuvé la Confédération que par une faible majorité de 26 à 22. Macdonald et Cartier n'ont pas voulu consulter le peuple par référendum ou par élection générale, car ils savaient que leur projet avait de fortes chances d'être rejeté. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement confédéraliste de Samuel Taylor venait de perdre les élections de 1865.
Le lieutenant-gouverneur de la province a déclenché d'autres élections dès 1866 à la demande de Londres. La Compagnie du Grand Tronc a généreusement financé la caisse électorale de Tilly car elle voulait relier les provinces maritimes au Canada par une voie ferrée. Tilly a repris le pouvoir. En Nouvelle-Écosse, le célèbre Joseph Howe, qui s'était battu pour la responsabilité ministérielle dans les années 1830, combattait maintenant le projet de confédération. Son adversaire, Charles Tupper, usa d'un subterfuge. L'Assemblée législative accepta de l'envoyer en Angleterre pour discuter du projet. Une fois rendu à Londres, il l'a tout simplement approuvé, après avoir obtenu quelques retouches mineures. Mais les anticonfédéralistes vont remporter les élections de 1867. Les pères de la Confédération ont finalisé le texte de la Constitution à Londres en décembre 1866. Le Parlement de Westminster l'a adopté sans modification. L'acte de l'Amérique du Nord britannique fédérait 4 provinces, le Haut-Canada, rebaptisé Ontario, le Bas-Canada, rebaptisé Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. La Confédération fut baptisée Dominion of Canada. Un Dominion britannique, ce n'est ni une colonie ni un pays souverain. C'est un pays autonome en politique intérieure, mais subordonné à l'Empire en politique extérieure. MacDonald aurait préféré le nom Royaume du Canada, mais le ministère des Colonies trouvait que cette appellation porterait atteinte au principe de l'unité impériale. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique entra en vigueur le 1er juillet 1867, mais la nouvelle Constitution contenait plusieurs malentendus. Elle fut interprétée de manière fort différente par les deux peuples fondateurs. Pour les Canadiens anglais, l'AANB était une loi impériale qui regroupait 4 provinces dans une fédération centralisée et solidement unie à l'Empire britannique. L'État devait être anglophone et les écoles religieusement neutres. Pour les Canadiens français, l'AANB était un pacte constitutionnel entre deux nations qui instituait une confédération décentralisée, un pays indépendant de l'Angleterre, un État bilingue et un système scolaire confessionnel. Ces divergences seront à la base de tous les conflits politiques du régime canadien de 1867 à nos jours. Ils apparaîtront dès les premières années de la Confédération, au temps de l'hégémonie du Parti conservateur, comme nous le verrons dans la prochaine vidéoconférence. Salutations patriotiques et union de prière.